Bonsoir à vous, merci de rester fidèle à France 3 Lorraine pour cette soirée spéciale débat, élection départementale. Ce dernier débat ce soir sera consacré au département des Vosges. Les Vosges, ce sont 34 élus dans 17 cantons et avec nous ce soir 3 candidats autour de cette table. Adrien Bernard pour le PCF et l'Union de la Gauche, François Vanson, vous êtes président LR du département et Pierre François pour le Rassemblement national. Merci à vous, messieurs, d'avoir accepté d'être avec nous ce soir pour débattre. Actuellement, je rappelle que la droite est largement majoritaire dans le département des Vosges, en détenant 15 cantons sur 17. Alors, avant de vous donner la parole, petit rappel sur le mode de scrutin. Depuis 2015, le Conseil général est devenu le Conseil départemental. Les Vosges comptent 17 cantons contre 31 auparavant. Désormais, on n'élit plus un seul conseiller général, mais un binôme de conseillers départementaux, une femme, un homme, parité oblige, et un binôme mixte de remplaçants. On compte donc 34 élus au conseil départemental des Vosges. Pour être élu au premier tour, 2 conditions, obtenir plus de 50% des voix exprimées et au minimum 25% des voix de tous les inscrits. Pour passer au second tour, il faut cette fois rassembler au moins 12,5% des voix, là encore des électeurs inscrits sur les listes électorales. Si aucun des candidats ne franchit cette barre, seuls les 2 premiers sont qualifiés pour le second tour. Lequel second tour voit logiquement la victoire du candidat qui arrive en tête. Voilà donc pour le mode de scrutin. Premier exercice de cette soirée. Vous avez 1 minute, messieurs, pour vous présenter et expliquer pourquoi vous avez choisi d'être candidat à ces élections. Alors, vous parlez, je vous le rappelle, au nom de votre formation politique sur le département et non au nom de votre candidature sur le canton. Alors, on commence avec vous, François Vanson. Vous débutez ce tour de table car tout simplement, le tirage au sort en a décidé ainsi. Alors, vous êtes président LR du département des Vosges depuis 2015. Vous avez 58 ans et vous avez été quand même député durant 5 ans et 5 mandats, et vous êtes à nouveau candidat sur votre canton de Remiremont. Je voudrais tout d'abord exprimer mon plus grand respect à l'endroit de tous les candidats qui s'engagent dans le cadre de ce débat démocratique. Alors, comme vous l'avez dit, j'ai 58 ans, je dispose déjà d'une certaine expérience politique, une expérience que je souhaite mettre à profit. Alors, tant au niveau de mon vécu personnel, je suis marié avec une épouse qui a toujours été très engagée à l'échelle de notre bassin de vie. Ensuite, cette expérience, je souhaite la mettre à profit, car je bénéficie évidemment d'un savoir-faire que j'ai pu acquérir tout au long de ces années en tant que parlementaire. Et ensuite, depuis 2015, en qualité de président du conseil départemental des Vosges, j'ai pu également être confronté aux réalités de terrain. Et c'est un mandat qui me plaît énormément et que je souhaite naturellement poursuivre si la confiance m'est accordée à l'occasion de ces 2 scrutins pour ce qui me concerne à l'échelle du canton et à l'échelle de l'Assemblée départementale. François Vanson, donc je rappelle, vous êtes président LR donc du département et vous êtes aussi président des Républicains dans les Vosges. Vous êtes candidat, je le rappelle, dans le canton de Remiremont. D'ailleurs, vous ferez équipe à vos côtés avec Valérie Jankovski pour les Républicains. À noter tout de même les autres candidats sur votre canton de Remiremont. C'est Dominique Chollet et Marie-Dominique Mougenel-Deveau pour la France Insoumise et Benjamin Fraisse et Thérèse Patrice pour le Rassemblement national. Voilà, on poursuit évidemment ce premier exercice et ce tour de table, cette fois-ci avec vous, Pierre François. Je rappelle que vous êtes délégué départemental adjoint du Rassemblement national. Vous avez 34 ans. Vous travaillez d'ailleurs à la région Grand Est. Vous êtes candidat RN sur le canton d'Épinal 1. Alors, qui êtes-vous pour ceux qui vous connaissent mal et pourquoi avoir choisi de vous présenter à ces départementales ? Alors donc je m'appelle Pierre François, pour ceux qui me connaissent, ils ont peut-être déjà eu l'occasion de me voir aux élections municipales à Épinal. Donc je me suis engagé au Rassemblement national en 2015, notamment parce que j'ai constaté quand même les effets dramatiques de la mondialisation, notamment dans les Vosges qui sont quand même très touchés, avec la fuite du textile. J'ai aussi souhaité m'engager aussi pour donner l'opportunité à François Vanson d'avoir une opposition, parce que j'estime que vous n'en avez pas eu. D'ici là, puisque durant les 6 années, vous avez eu quand même des opposants qui ont voté votre budget. Et moi, j'estime que... Vous avez de bonnes raisons de le faire. Oui. Donc, la motivation, elle est là aussi, c'est-à-dire de
proposer à une collectivité comme la nôtre, comme les Vosges, une opposition capable de proposer d'autres idées, je pense que c'est enrichissant pour toutes les collectivités. On retrouve ce problème-là dans pas mal de... Maintenant, il y a moins de gens qui s'engagent. Je pense qu'il faut s'engager vraiment. Et changer les choses, c'est aussi prendre sa part de responsabilité. Et voilà, je suis très content de me présenter aux élections départementales pour défendre un très beau département avec des beaux paysages et énormément d'atouts. Voilà, merci Pierre-François, délégué départemental adjoint du Rassemblement national. Vous travaillez à la région Grand Est et vous êtes candidat donc sur le canton d'Épinal 1. Vous faites équipe avec Nifafon Mafanao. Oui. Les autres binômes qui seront en lice sur ce canton d'Épinal 1 sont Ghislaine Jandel-Jean-Pierre et Yannick Villemain d'Hiver Droite. Et on retrouvera également, vous le voyez à l'écran, Isabelle Lagneux et Fabrice Pizias pour le PC et la France Insoumise. Alors, dernier tour de table, dernier tour de piste avec vous, Adrien Bernard. Vous avez 30 ans, vous êtes facteur, vous êtes candidat sur le canton de Bruyères. Peu de gens vous connaissent, alors dites-moi qui êtes-vous et quelles sont vos motivations? Eh bien voilà, vous venez de le dire, j'ai 30 ans, je suis facteur et militant au Parti communiste parce que je crois en la justice sociale, je crois en valeurs du commun. Et le plus important à souligner dans notre candidature, c'est la démarche unitaire de rassemblement de toute la gauche, de toutes les organisations politiques et écologistes de gauche dans le département. C'est historique et ça s'explique en partie par le contexte que l'on vit. La crise économique, sanitaire, sociale, et qui a des répercussions terribles dans la vie des Français, notamment des Vosgiennes et des Vosgiens. Et face à ça, on a pris nos responsabilités pour se rassembler et proposer une alternative politique à ce qui se fait actuellement, pour briser la petite musique de l'austérité. On n'a pas d'autre choix que se serrer la ceinture. Non, on a envie de proposer une alternative en disant oui, c'est possible de bien vivre dans notre département. Oui, les jours heureux dans les Vosges, c'est possible. Et on va le faire tous ensemble avec vous si nous nous accordez votre confiance. Voilà, on va en parler évidemment du bilan dans un instant et puis de vos projets. Je rappelle que vous êtes candidat, Adrien Bernard, sur le canton de Bruyères. Vous faites équipe avec Ghislaine Stéphan pour le PCF et dans les Vosges, le PC, je rappelle, s'est associé avec le reste de la gauche et des écologistes. À noter, 4 autres binômes seront en lice sur ce canton de Bruyères. Fabrice Aubry et Françoise Larcher d'Hiver Droite, Kevin Greno et Michel Pelletier également d'Hiver Droite, Sabrina Kupfer et Jean-René Simon pour le Rassemblement national, Bernadette Poirat et Christian Tarantola d'Hiver Gauche. Voilà. Un mot tout de même sur la participation. On le sait, les élections départementales se dérouleront les 20 et 27 juin prochains. En 2015, le taux de participation flirtait avec les 53% au premier tour dans le département des Vosges. Alors, quelle sera la participation pour ce scrutin? Ce sera évidemment tout l'enjeu dimanche prochain. C'est une campagne, j'ai envie de dire, très particulière, non, François Vanson? Parce que vous en avez connu un certain nombre de campagnes. Comment vous la voyez? Comment ça se passe là aujourd'hui? Compte tenu de la participation, comme disait ma grand-mère, c'est à la fin du bal que l'on paye les musiciens. Donc on verra dimanche soir quelle a été la participation. Je sens tout de même un regain d'intérêt depuis quelques jours où on a tout de même où on rencontre des personnes qui ont envie de se mobiliser pour aller voter. Mais effectivement, la participation est un enjeu. Et s'il n'y a pas suffisamment de participation, c'est grave pour notre société parce que cela veut dire qu'il y a un délitement de nos valeurs et qu'on mélange un petit peu tout, le débat local, le débat national. Et donc, il nous appartient de faire une campagne brève, efficace et surtout de faire preuve d'un maximum de clarté. Comment on fait pour mobiliser sur le terrain? Moi, je dirais qu'il faut avoir... Les citoyens vous parlent de la campagne ou au contraire, ils sont dans d'autres préoccupations, dans les vacances, dans le Covid? On est dans une situation intermédiaire, je dirais, puisque c'est vrai que la crise sanitaire occupe encore beaucoup d'esprit, parce qu'il y a quand même des gens qui ont été touchés. Ça a modifié quand même la vision de la vie des gens. Ça accentue ce qui était déjà un petit peu en lice avant. Ensuite, je dirais qu'il faut que le problème, c'est qu'on a des élus qui n'ont plus assez de pouvoir ou qui prennent peut-être pas assez leur position position de pouvoir à cœur, parce que j'ai l'impression que les gens se demandent à quoi ça sert d'aller voter, puisque de toute façon, ça ne change pas le quotidien. Voilà. Et je pense que c'est peut-être pour ça qu'on a de moins en moins de participation.
Adrien Bernard, vous le ressentez, vous, sur le terrain, il y a un manque d'intérêt pour ce scrutin. Est-ce que c'est dû tout simplement au fait qu'il y ait 2 scrutins en même temps? C'est sûr que le fait qu'il y ait 2 scrutins en même temps, ça n'aide pas, mais le problème fondamental, c'est que dans la politique, les gens ne voient plus dans la politique le fait de pouvoir changer leur vie, d'améliorer leur vie, ce qui crée ce désintérêt. Mais dans le fond, quand on engage la discussion sur leurs conditions de vie, sur les services publics, ça les intéresse encore. Et donc, c'est notre responsabilité à nous, la gauche, d'arriver à proposer un projet politique qui permettent de changer la vie, et c'est que comme ça que les gens pourront se mobiliser. Mais c'est clair que ça va être très important, parce que la mobilisation, si elle est faible, c'est grave effectivement pour notre société. Alors, avant de parler des priorités et des projets pour les 6 prochaines années, coup d'œil dans le rétroviseur, faisons le point justement sur le bilan du mandat qui s'achève. Quel bilan tirez-vous, par exemple, Adrien Bernard, du mandat qui vient de s'achever? Alors, je ferai, entre guillemets, le distinguo entre deux types de bilans. D'abord, sur les compétences obligatoires. D'un côté, les compétences obligatoires. Et de l'autre, sur, disons, le quotidien, ce que vivent au quotidien les Vosgiennes et les Vosgiens. Sur les compétences obligatoires, il y a quand même quasiment 3/4 du budget qui part dans les compétences obligatoires. Ce qui limite grandement, par ailleurs, la marge de manœuvre pour le département à mener d'autres politiques. Et ce qui est inquiétant dans la période que l'on vit, parce que notamment sur le domaine social, le nombre de RSA, de bénéficiaires du RSA risque d'augmenter, ce qui va amputer encore l'action du département. Et sur ces compétences obligatoires, le département a géré parce qu'il n'a pas le choix. Mais j'en viens au deuxième point, sur la vie des Vosgiennes et des Vosgiens depuis plusieurs années, depuis maintenant quelques années, on assiste à une casse des services publics sans précédent, tant au niveau du transport, de la santé, de l'éducation, auquel a participé notamment le département en fermant 3 collèges, en ne se battant pas pour la ligne de chemin de fer Épinal-Saint-Dié. Et sur la santé, c'est de plus en plus difficile de trouver des spécialistes, des gynécologues. Mais c'est pas la compétence. C'est pas la compétence. Les transports, la ligne Saint-Dié. Si vous avez des élus qui s'engagent et qui créent des projets pour notamment on en reparlera après, mais sur la santé, sur les centres de santé publics, si vous avez des élus qui s'engagent, qui portent des projets, ça change la donne. Pierre-François, quel bilan vous jugez, comment vous jugez le bilan de François Vincent? C'est vrai que j'aurais envie de rebondir sur la casse des services publics. Bon, après, sur le bilan de François Vincent, c'est qu'effectivement, on a quand même l'impression d'avoir un capitaine qui est un petit peu un administrateur plutôt qu'un élu. C'est vrai que moi, je rebondis un petit peu sur la participation. C'est vrai on voudrait avoir un président qui s'engage plus. Ça ronronne, c'est ça que vous voulez dire? Voilà, ça ronronne. On a un petit peu envie de secouer la maison des Vosges. Je pense que c'est sain dans tous les cas, sans être désagréable. Moi, je constate que le budget, il augmente quand même toujours. Par contre, les Vosgiens, ils voient quand même les services diminuer. Alors, il y a des dotations de l'État qui diminuent. Mais bon, le budget, quoi qu'il arrive, il est quand même en augmentation. Donc, mais on voit que les routes sont moins bien entretenues. Donc, je ne vais pas revenir sur les collèges. On va en parler dans un instant. On aura le temps voilà. Donc, moi, je pense qu'il faut de l'action. Plus d'engagement, c'est ce que je voudrais pour les Vosges plus tard. François Vincent, j'imagine que vous voulez répondre. On dit un peu, vous ronronnez, il y a un peu d'immobilisme dans la majorité. Alors que dites-vous? Que ce n'est pas... Vous avez peut-être aussi un regard très critique sur le travail que vous avez fait durant ces 6 années. Peut-être qu'il y avait des priorités que vous aviez envie de mettre en avant et que vous n'avez pas pu faire. Crise du Covid, par exemple. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors, je voudrais dire à mes deux interlocuteurs qui sont sympathiques au demeurant, je tiens à le préciser, mais tout de même rappeler que c'est pas une somme de contre-vérités qui fait une vérité. Tout d'abord, concernant les compétences obligatoires, évidemment, la loi nous contraint à assumer des responsabilités. Mais dans beaucoup de domaines, et notamment dans le domaine social, nous sommes allés beaucoup plus loin, notamment en ce qui concerne des sujets comme la réinsertion, comme la plateforme pour l'emploi, cette initiative des jeunes prêts à bosser que nous avons également renforcée. Nous avons engagé un certain nombre d'actions en faveur de la jeunesse. Donc nous sommes allés beaucoup plus loin sur un certain nombre de sujets. Maintenant, au niveau investissement, bien, quand on compare, il faut toujours comparer ce qui est comparable. Quand on compare le département des Vosges avec d'autres départements, eh bien, nous gardons une capacité d'investissement mais qui est très importante. C'est de l'ordre de 85 à 100 millions par an. Alors, ça nous permet aussi de nous engager dans des compétences
que l'on appelle les compétences volontaires, notamment sur la santé. La santé, tout le monde en parle. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui agissent véritablement, concrètement, en qualité d'élu sur le terrain. Il y en a, Dieu merci. C'est la raison pour laquelle on a lancé le plan santé, qui est une initiative du conseil départemental que j'ai portée. Aujourd'hui, c'est 192 professionnels de santé qui viennent s'installer dans le département des Vosges. C'est pas si mal, et d'ailleurs, c'est un plan qui fait référence à l'échelle départementale. Concernant les collèges, là encore, il faut aussi savoir raison garder. Le département des Vosges compte 39 établissements, 38 collèges, pour 360 000 habitants, je la fais courte. Bon. Si l'on compare, on dirait que comparaison n'est pas raison, si l'on compare avec le département de la Haute-Savoie, 720 000 habitants, 27 collèges. C'est-à-dire que nous avons des établissements avec 80 gamins. Et si on veut leur rendre service, eh bien, il faut qu'il y ait un minimum de mixité. Donc, on n'a jamais investi autant pour le collège. 2 collèges que nous engageons. Elsa Triolet, qui vient de 20 millions d'euros. Nous engageons Vanier. Ensuite, on a équipé nos collèges de fibres, d'équipements de haute technicité. Donc, on n'a jamais autant dépensé d'argent au niveau de nos collèges. Alors, concernant les routes, on y reviendra tout à l'heure, mais là aussi, je pense que nous avons aussi un excellent bilan, bien sûr, comme tous les bilans qui sont perfectibles. Et d'ailleurs, quand on me dit est-ce que vous avez une vision critique de votre action, eh bien, je dis que nous sommes la seule collectivité de France qui a mis au point un dispositif d'auto-évaluation de nos politiques publiques. Donc, notre désir de bien faire et d'être de plus en plus performant est une constante au sein du conseil départemental. Un mot sur le budget du département. Il est, je le rappelle, de 476 millions d'euros, en légère augmentation cette année, plus 1,2%. Un budget, je le rappelle, qui est voté à l'unanimité. Premier poste de dépense du département, c'est l'action sociale, qui représente près de la moitié, 46% du budget, avec 213 millions d'euros. Alors l'action sociale, je le rappelle, c'est une des compétences du département. C'est l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie. C'est l'insertion avec le RSA, mais c'est aussi l'enfance et la famille. Alors 90 millions pour le maintien à domicile. La population des Vosges vieillit. Quelles sont par exemple vos propositions en matière de maintien à domicile? Eh bien, Bernard. oui, je voudrais quand même revenir... Parce que l'insertion au niveau du RSA, c'est surtout ça. Moi, je voudrais faire une parenthèse sur les jeunes. On va en parler. D'accord. On commençait par le premier volet de cette action sociale qui est d'abord justement le maintien à domicile. L'APA, c'est le premier poste de dépense de cette action sociale. Alors vous, est-ce que vous pensez qu'on en fait suffisamment? On n'en fait pas suffisamment. Il faudra aller plus loin. Quelles sont vos propositions, par exemple, pour le maintien à domicile des personnes âgées, par exemple? Oui, je pense qu'il faut former beaucoup de personnel pour engager une politique qui permette le maintien à domicile dans de bonnes conditions, que ce soit pas la course pour les personnels qui enchaînent les personnes âgées à aller consulter. Et puis, effectivement, partout c'est possible, développer des espèces de maisons collectives pour seniors avec un personnel qui formé et qui s'occupe d'eux, bien sûr. Même. Alors, c'est pas facile, on le sait bien. Non, c'est pas facile. Pour ces résidences seniors, il faut évidemment du personnel. Donc, par exemple, comment il faut faire pour recruter davantage de personnel pour ces secteurs-là qui n'attirent pas beaucoup? Est-ce qu'il faut, par exemple, revaloriser le métier d'aide à domicile et comment? Bien sûr, il faudrait revaloriser tous les métiers du secteur. Non, mais par exemple, il faut revaloriser le tarif horaire qui est alloué par le département? Parce que concrètement, c'est un tarif horaire Surtout qui est alloué pour que les par le personnes aient département. envie d'y aller, il faut aussi déjà une certaine revalorisation salariale. Je connais pas mal de gens qui travaillent en EHPAD ou dans ce domaine-là. C'est beaucoup de temps. Beaucoup de collègues qui sont au bout, arrivés à la fin de semaine, ils sont crevés. Et puis au final, pour quelle reconnaissance? Un salaire très faible et l'impression de mal faire son travail parce qu'on ne leur donne pas les bonnes conditions de le faire. Donc il faut se battre pour pouvoir déjà donner de bonnes conditions de travail. C'est au bénéfice des usagers et des personnels. 56 EHPAD dans les Vosges, il en faudrait davantage, par exemple, Pierre-François? Oui, c'est vrai que la population est assez vieillissante. Et d'ailleurs, je voudrais revenir quand même sur la thématique de la santé, qui est un petit peu en rapport quand même avec
avec les personnes âgées. Moi, j'entends ce que vous dites, Monsieur Vanson, mais le ressenti, c'est quand même qu'on est un peu dans un désert médical. Il y a énormément de choses encore à faire. Je veux dire, sur le service ophtalmologique, on a encore vraiment... je veux dire, c'est impossible de se faire soigner les yeux dans les Vosges encore. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. On a aussi le service urologique qui a été fermé à Remiremont, quand même. Donc, je sais que vous avez été quand même nommé médiateur de l'ARS, l'Agence régionale de santé. Voilà, moi je pense que l'urologie, c'est quand même important. Il faut qu'il y ait de la proximité avec les populations. Vous savez que on est quand même dans un bassin, notamment à Remiremont, voilà, où il y a les populations des vallées. Qui sont obligés de faire 20 minutes de plus si on est obligé d'aller à Mais Épinal. concrètement, vous êtes élu au département. Qu'est-ce que vous faites? Vous recrutez des médecins? Comment vous faites pour les attirer dans les Vosges? Il faut les rendre ça attractif. Alors je sais qu'il y a des tentatives de salariat, je crois, c'est l'agglomération d'Épinal qui le fait. Nous, on veut mettre les moyens. Je vais terminer un peu sur les personnes âgées aussi. On a quand même des projets aussi pour les personnes âgées. Il y a effectivement les EHPAD qui sont en place. Vous nous demandez s'il y en avait assez tout à l'heure. Moi, je pense que oui, il y en a assez, mais il faudrait quelque chose d'intermédiaire entre le tout à domicile et donc les EHPAD. Je crois que vous en avez un petit peu parlé, des sortes de colocations. On a les maisons Yvette qui sont développées dans les Vosges. Je pense qu'il faut aller en ce sens. Il faut les aider, les subventionner. Surtout que les personnes âgées en ce moment sont quand même ont été très isolées. Elles sont très marquées par les événements de la crise sanitaire. Elles ont été coupées de leur famille, et je pense que voilà, c'est trouver des structures qui leur permettent d'être jamais seules. C'est dans ce sens qu'il faudra aller. Voilà, la population vieillit. Quelles sont vos propositions, vous, par exemple, pour le maintien à domicile, pour votre prochaine mandature? Comment on aide les anciens à vieillir et comment on revalorise justement le métier d'aide à domicile, hein, puisque je rappelle que le tarif horaire, il est alloué par le département. Alors, tout d'abord, le maintien à domicile, c'est une volonté qui est exprimée et qui est Par nos très anciens. partagée par nos anciens. Et si on fait un tour de table aujourd'hui, tout le monde souhaite vieillir le plus longtemps possible chez soi, ce qui est tout à fait logique. Bon, maintenant, ce qui concerne les publics dans les EHPAD, première chose, c'est qu'aujourd'hui, nous arrivons à peu près à satisfaire les demandes aujourd'hui en ce qui concerne les EHPAD, parce qu'on développe justement d'autres sujets. Et on développe le maintien à domicile. Je tiens tout de même à préciser que concernant la modernisation de nos EHPAD, nous sommes un des seuls départements de la région Grand Est à continuer à investir, à aider les investissements, ce qui a pour conséquence de diminuer le prix de journée. Maintenant, vous avez parlé très justement des personnels. Concernant les personnels, deux choses, notamment du concret. Lors de la crise de la Covid-19, le département a pris sur soi pour aider tous ces personnels d'aide à domicile qui ont fait un travail remarquable. On leur a octroyé des primes particulières parce qu'ils avaient eu le sentiment d'être oubliés par les instances nationales. Ensuite, concernant la santé. Alors là, la santé... Je suis tout à fait d'accord avec votre analyse. Ceci dit, je tiens tout de même à rappeler quelques éléments factuels. Il ne suffit pas de claquer du doigt pour faire venir un médecin. Et avec le plan santé que nous avons engagé, nous sommes aujourd'hui à 70 médecins qui viennent s'installer et visser leurs plaques dans le département des Vosges. Ce qui est tout de même un résultat tout à fait extraordinaire. Vous savez qu'aujourd'hui, quand un médecin arrive, au bout de 2 mois, il n'accepte quasiment plus de... Il accepte plus de patients. On sait qu'il faut continuer dans ce sens-là. Donc ça suffit quasiment pas. Moi, je prends mon expérience personnelle. Je suis revenu dans les Vosges, donc j'ai grandi à Nancy. Et quand je suis revenu dans les Vosges, j'étais stupéfait. Je ne pouvais quasiment pas me soigner. Il y a des problèmes au niveau de l'urgence, même des petites urgences. Je ne vais pas avoir l'outrecuidance de vous demander combien de médecins, vos collègues élus de votre famille politique ont pu inciter et faciliter l'implantation dans le département des Vosges. Mais nous en sommes déjà à 70. Mais ça ne suffit pas, on est bien d'accord qu'il en manque encore, on a bien compris. Continuer dans ce sens-là. Au total, c'est 192 professionnels de santé. Et concernant les ophtalmos, on en a quand même 2 déjà qui viennent s'installer. C'est sans doute pas suffisant.
sur on les a- ophtalmos, si je on peux est me bien permettre. d'accord là-dessus. Si je peux On me s'aligne permettre, dans cette direction. je trouve que vous proposez des remplacements, mais il faudrait créer en fait des postes. J'étais mais sur on votre peut- site on est prêt. et je ne comprenais pas ce qui était attractif pour. Non, c'est pour les Adrien internes Bernard, aussi. par exemple, C'est pour par le biais attirer des internes. médecins, il faut aller On avait incité plus pour loin. les Selon vous, est-ce que spécialistes. vous avez des propositions? Vous vous dites... Oui, je crois clairement ce qu'il faut avoir, c'est de l'ambition, et ça fait nous plusieurs années localement au Parti communiste qu'on propose une solution qui existe, qui a déjà été testée ailleurs, c'est les centres de santé publics. Et ça a l'avantage, On salarie des médecins. c'est ça? voilà, ça a un double avantage, à la fois pour les patients qui, un jour de la semaine, c'était le spécialiste, un autre jour de la semaine, c'était l'autre spécialiste. Les bâtiments existent déjà la plupart du temps dans les hôpitaux, puisqu'il y a dans ma ville, par exemple, des bâtiments qui sont vides et qui pourraient être occupés. Il y a les volontés à l'ARS, il y a les volontés dans la population, mais il manque la volonté politique pour le faire. Nous, on l'a. L'autre avantage, c'est aussi du coup pour le personnel, parce que comme il est salarié, c'est des conditions de travail avec des horaires fixes, et puis pas de dépassement d'honoraires, hein, bien sûr, pour les patients. Et je voudrais montrer, comme ça fait plusieurs années qu'on porte ce projet, et aucun élu ne s'en est emparé, à qui on en a parlé, les élus de nos cantons, de nos villes. Pourtant, pour montrer qu'on n'est pas sectaire, parce qu'à gauche, nous, ce qui nous importe, c'est d'être utile, c'est d'apporter des bienfaits aux gens, c'est que dans le département de Seine-et-Loire, de Saône-et-Loire, qui est un département présidé par un républicain, il a peut-être quitté le parti d'ailleurs, mais c'est pas le sujet, ils ont lancé des centres de santé départementaux. Et ça a été un succès très bien. Les personnels sont salariés par le département et ça offre vraiment une solution aux besoins des populations, parce que c'est ce qui nous importe en tant qu'élus de gauche, c'est de répondre aux besoins des populations. Et clairement, ces centres de santé publics départementaux sont une des propositions que l'on porte et qui répondrait clairement aux besoins. Dans l'action sociale, il y a également le volet insertion, c'est le RSA. Le RSA, c'est 70 millions d'euros pour le budget 2021. En 2010, à titre de comparaison, il était de 37 millions. Ça veut dire qu'il a doublé en 10 ans. Avec la crise sanitaire, bien évidemment, ça fragilise toute une partie de l'économie. On sait qu'aujourd'hui, il y a à peu près 11 000 bénéficiaires du RSA dans le département. Vous craignez, par exemple, de voir l'augmentation de bénéficiaires Bien se sûr, poursuivre? il risque d'y avoir une augmentation de bénéficiaires, c'est dramatique. La pauvreté explose, les inégalités explosent, parce que c'est pas la crise pour tout le monde. Et je voudrais dire un mot sur le RSA quand même, parce qu'on a vu ces dernières semaines en France des jeunes faire la queue à l'aide alimentaire dans les associations de secours populaire, secours catholique pour pouvoir manger, parce que les jeunes de 18 à 25 ans sont exclus du dispositif RSA. Donc je ferme la parenthèse, mais c'est important de le dire. On a laissé, d'accord, c'est pas le département. C'est pas le département qui décide. Ça mérite quand même d'être souligné qu'en France, en 2021, on a un pouvoir politique qui ne prend pas en charge sa jeunesse. Quels sont les leviers, selon vous, à actionner pour justement faire diminuer le nombre de chômeurs, pour voir reculer la pauvreté? Alors le développement économique, c'est beaucoup la région qui a cette compétence, mais on a quand même pas mal de leviers avec le département, notamment la connaissance des acteurs économiques locaux. On a le textile qui est en train de se développer, se redévelopper. C'est une renaissance assez heureuse, puisqu'on a des usines comme l'usine de la Médelle qu'il faudrait reprendre, qu'il faudrait encourager, qui est aujourd'hui en difficulté. Par exemple, je pense qu'il faut impulser dans la conservation de ce genre de structure. Donc on parlait de l'insertion, donc insérer les jeunes. Et comment on aide les jeunes justement concrètement? On les aide dans la formation, on les aide en leur payant le permis de conduire, je ne sais pas. Oui, quelles sont vos pistes? Alors bien sûr, payer le permis de conduire, c'est ce qui va être développé à la région si on la gagne. On va payer le permis de conduire aux jeunes pour les aider à s'insérer. C'est surtout dans nos territoires qui sont quand même assez espacés. On n'a pas de grands centres urbains. C'est très important. En fait, vous n'avez pas de permis, pas de travail. Quand on ferme les lignes de chemin de fer. Et qu'à la réouverture prévue prochainement, elle ne s'arrêtera, la ligne Épinal-Saint-Dié, par exemple, ne s'arrêtera pas dans les petites gares. Donc c'est dramatique. Là-dessus, on a besoin d'élus engagés qui disent il faut un service public, des mobilités. Bien sûr, les infrastructures, effectivement, qui sont importantes. Alors, que peut faire le président du département sur, par exemple, les petites lignes concrètes? On parle de transport pour les territoires. Tout d'abord, je voudrais tout de même rappeler que le plan santé du département fonctionne et fonctionne bien,
que le salariat n'est pas forcément la vocation du département de salariés des médecins, ça je tiens à le dire. Et ensuite, en matière de vision publique, nous allons soutenir à l'investissement nos établissements hospitaliers. On va être le premier département de France à le faire. Et ensuite aussi, parallèlement à cela, on subventionne et on soutient et on apporte des supports en ingénierie concernant les maisons de santé. Et donc là, on est extrêmement engagé. Et je pense que c'est. Mais comment faire reculer la pauvreté, ensuite, par exemple, sur le département? Ensuite, un peu plus de 8% de taux de chômage. Alors ensuite, effectivement, il y a tout ce volet RSA. Comme vous l'avez dit, et je suis entièrement d'accord avec vous, nous sommes dépendants totalement d'une législation nationale qui nous impose, à partir du moment où le dossier est complet, de l'instruire. Et c'est tout de même extrêmement difficile pour faire face budgétairement à ces contraintes sociales que l'on assume. Bon. Ensuite, ce que je crois, c'est qu'il faut véritablement développer l'insertion par l'économie. Et là, nous avons des associations d'insertion que l'on aide et qui sont reconnaissantes du travail que l'on fait au quotidien. Et je crois que ça, il faudrait le dupliquer à l'échelon national. Ensuite, concernant l'économie, là aussi, on est en France et je pense qu'on va être d'accord, on a retiré la compétence économique au département. Bon, c'est comme ça, c'est pas une bonne nouvelle, mais on fait avec. Et l'économie, on continue à aider l'investissement en contractualisant avec les intercommunalités. Donc, on soutient l'économie et effectivement, on apporte aussi du développement à ces secteurs porteurs pour l'économie de demain. Je voudrais qu'on aborde le deuxième poste de dépenses du département, ce sont les routes. 37 millions d'euros dépensés cette année. Le département compte 3250 km de routes départementales. La majorité départementale a fait le choix de revenir à 90 km/h sur à peu près 10% du réseau. Le RN veut que l'ensemble du réseau passe à 90 km/h, c'est ça ? On veut, c'est l'objectif en tout cas. C'est possible ça ou pas? C'est possible. L'objectif, c'est si c'est peut-être pas l'intégralité, mais en tout cas, on veut faire beaucoup plus. Je pense que les 90 km/h ont augmenté en fait les accidents, enfin de revenir aux 80 km/h. Et je pense qu'il aurait fallu rétablir les 90 sur l'ensemble du territoire. Je pense que vous avez peut-être pas eu le courage ou. Et les routes, selon vous, elles sont bien entretenues, pas suffisamment entretenues? Vous vouliez dire quelque chose sur ce thème, par exemple? J'ai pas envie de débattre sur la question 80-90 km/h. Je crois que ça change pas fondamentalement la vie des Vosgiennes et des Vosgiens. Par contre, concernant les routes, là où le département a manqué le coche, et c'est sur une mobilité d'avenir, c'est sur le vélo. On a de plus en plus de Vosgiennes et Vosgiens qui utilisent le vélo quotidiennement pour leurs occupations, pour aller au travail. Et il n'y a quasiment pas de pistes cyclables et il n'y a quasiment pas de routes prévues pour les vélos. Il y a beaucoup de Vosgiennes et Vosgiens qui aimeraient aussi utiliser le vélo, mais qui ne le font pas parce que les conditions ne sont pas réunies pour le faire. Donc nous, c'est vrai que sur ces questions, on a envie d'être beaucoup plus ambitieux et de lancer un grand projet pour l'utilisation du vélo, d'autant plus que avec le développement touristique, le cyclotourisme est aussi en plein essor. Et ça va être... pour nous, c'est un point capital, à la fois pour l'environnement et aussi pour la santé, le bien-être. Se déplacer à vélo, c'est l'avenir. Le vélo, les trains. Le troisième poste de dépense du département, celui des collèges, même si on en a parlé un petit peu. Je pourrais parler quand même des routes, si vous me permettez, parce que... Oui, 3250 km de route. Oui, je vais quand même répondre concernant les 90 km/h. Tout simplement, on est dépendant de la loi, parce que effectivement, on aurait... Pourquoi pas souhaiter reclasser davantage de routes à 90 km/h. Mais une fois de plus, ce gouvernement nous envoie la patate chaude en nous imposant des contraintes réglementaires très serrées. Distance minimum, portion minimum, séparation, ce qui fait que pour respecter les normes qui nous étaient prescrites, on n'a pu que reclasser 300 km/h. Bon, voilà. Donc vous regrettez quand même de ne pas avoir pu le rétablir sur l'ensemble du territoire? Oui, mais on n'a pas le droit. C'est-à-dire qu'il y avait des règles qui étaient très strictes. Vous pouvez le dire, et puis aussi, par exemple... Je suis alors là, aucun problème. On aura une élection présidentielle après, donc... Moi, j'avais pas de sujet sur les 90 km/h. Respectons déjà les 90 et ça sera déjà pas si mal. Troisième poste de dépense du département des Vosges, celui des collèges. On a commencé à en parler tout à l'heure. 40 millions qui sont prévus cette année. Investissement et entretien au budget. Des investissements dans les collèges qui ont été
revu un peu à la baisse. Le montant a été diminué à 84 millions. En 30 ans, le département a perdu un tiers de ses collégiens. 3 collèges ont été fermés, Darney, Granges et La Bresse. Vous craignez, vous, par exemple, Adrien Bernard, d'autres fermetures ? Et oui, bien sûr, on le craint. Et puis, mais comment on stoppe, par exemple, l'hémorragie des effectifs? Parce que c'est pour ça qu'on ferme les collèges. Ça, c'est un peu le serpent qui se mange la queue. Alors, on casse les services publics, on ferme des écoles, on ferme les entreprises, et on s'étonne après qu'il y ait moins de monde. C'est complètement logique. Et puis, comme il y a moins de monde, on va encore en supprimer plus. Ça n'arrêtera jamais, au final. Nous, on pense qu'une éducation de qualité, ça passe aussi par des collèges avec des classes avec moins d'effectifs. C'est aussi des meilleures conditions d'apprentissage, des meilleures conditions de travail pour les enseignants. Et en fait, depuis tout à l'heure, ce dont on parle, c'est un désengagement de l'État, c'est une politique qui s'appelle l'austérité, la baisse des dépenses, la baisse des coûts, et tout ça, ça porte un nom, c'est l'austérité, le libéralisme économique, que les deux représentants ici des partis soutiennent. Nous, on dit qu'il y a un autre choix politique à faire. Moi, je soutiens l'humain d'abord. Non, moi je soutiens les services publics largement. Le Front National n'a jamais rien fait pour les services publics. Avec un pacte rural qui, pour 1 euro dépensé dans les zones urbaines, soit 1 euro dépensé dans la ruralité, ça nous permettrait de financer et de conserver les services publics comme les collèges. Sur cette position-là, le Front National n'a jamais été en soutien des travailleurs fonctionnaires. Vous nous faites l'individu d'extrême gauche. Pas du tout de gauche. Moi, je suis une droite gaulliste sans problème. On défend les services publics. Si, nous sommes souverainistes, un peu comme était Philippe Séguin, par exemple, que vous avez trahi peut-être. J'ai trahi je dis vous, l'ensemble de la droite, on va dire, chiracienne, qui a trahi un peu les... trahi Philippe Séguin disons que vous avez dit tout à l'heure qu'une somme de contre-vérité, c'est pas une vérité. Je vous en prie, quand même. Alors, je voudrais qu'on aborde ensemble... On peut parler de la vie des Vosgiennes et des Vosgiens, parce que ça n'intéresse personne. C'était mon premier président à l'Assemblée nationale. Concrètement, quels sont, par exemple, vos projets pour le département des Vosges? Quelles sont vos priorités? Tout le monde a beaucoup d'admiration. Adrien Bernard, je commence avec vous. On en a déjà abordé. J'ai parlé du vélo, j'ai parlé des centres de santé publics. Une autre priorité, ça va être... Le département n'a plus la compétence économique, mais en s'engageant sur des circuits courts avec les collèges, les EHPAD, en favorisant dans les cantines, prendre du local, développer les maraîchages bio, les élevages locaux, mais également aussi les Vosges sont une terre de papeterie. Toutes les administrations passer commande de papier, les collèges, le département dans ces entreprises, eh bien ça soutient l'économie. La rénovation également des énergétiques des bâtiments, tout ça, ça aide l'économie locale et en même temps ça a bien fait écologique et puis pour tout le monde. Donc en dehors du vélo, des centres de santé publics, ça peut être une priorité aussi, un peu revitaliser les circuits courts, le local. Circuits courts, privilégier les entreprises locales, ça résonne? Évidemment. Alors, juste 2 petits points très rapides. Tout d'abord, en ce qui concerne la politique vélo, le département est très engagé sur le sujet. D'ailleurs, dire qu'il n'y a pas de pistes cyclables, c'est faux. D'ailleurs, il suffit d'aller très peu. Se promener un petit peu dans le département, puis on voit que, justement, que la vérité est les cyclistes quotidiens voient bien qu'en vrai, ça n'existe pas. C'est aussi des projets qu'a mené le département. Donc, nous sommes véritablement concentrés sur cette politique vélo. Et quand on a des équipements à faire, notamment des routes, eh bien, on prévoit de plus en plus des pistes cyclables de manière à favoriser les mobilités douces. Maintenant, on parlait des collèges. Je tiens quand même à revenir sur un principe très simple. C'est que, tout de même, on a assisté, malheureusement, la vie est ainsi faite, à la fermeture du collège de La Bresse. Mais je me suis engagé à redévelopper une activité, et c'est ce qui a été fait avec la Maison de la Montagne, qui aujourd'hui assure 430 formations par an. Ensuite, je pense qu'on peut faire 6 km pour aller à Cornimont, que c'est quand même pas le bout du monde. Ensuite, il faut un minimum d'effectifs. Ça oblige à prendre la voiture. Ce n'est pas, même quand on habite le fond du Chasse-Joux, pour aller au centre de la Bresse, il fallait quand même prendre la voiture. Donc ça ne change pas grand-chose. Maintenant, après, il faut un minimum de mixité dans nos collèges, au sens de l'école de Jules Ferry que je défends et qui est un illustre Vosgien. C'est-à-dire faire fonctionner un collège avec 80 gamins, ça ne fonctionne pas, car il faut de la mixité. Il faut aussi penser aux équipes d'enseignants,
parce que quand il y a des effectifs Je crois que les enseignants voulaient conserver le collège quand même. De faire plusieurs collèges en même temps. Il me semble que donc les enseignants voulaient pas pas. facile. Mais Pierre-François. Et donc, franchement, on s'est emparé de ce dossier. C'est tout simplement pour avoir notre mot à dire en matière d'aménagement du territoire. Le nombre d'élèves diminue d'année en année. Donc, par exemple, comment on fait mais pour... ça ne va pas diminuer forcément tout le temps. Il faut qu'on essaie d'attirer des populations tout de même. Donc, mais comment vous faites, vous, par exemple, pour attirer des populations dans le département des Vosges? On leur rend attractif. De toute façon, quelles sont vos priorités? En ne rien faisant, on attire déjà des gens. Parce que les Vosges sont un pays... Votre feuille de route, par exemple, pour les 6 prochaines années? De quoi? Pour les Vosgiens, pour la qualité de vie des Vosgiens? Pour la qualité de vie des Vosgiens, déjà, il faut développer le tourisme. En fait, on a un département, la chance d'avoir un département hyper attractif. Aujourd'hui, on voit que beaucoup de Français veulent s'installer chez nous. Alors, des gens du Nord, des gens de la région parisienne. On a même des Belges aussi qui achètent énormément et qui participent au développement économique du département. Mais là, ce sont des fois des gens qui viennent en résidence secondaire, on est d'accord, parfois. Ah non, des gens s'installent. Des gens s'installent puisque voilà, c'est des achats. Donc c'est pas que de l'estival ou de l'hivernal. Voilà, moi je pense qu'il faut justement garder une structure publique avec les collèges. C'est quand même hyper important. Si vous voulez dévitaliser une ville, vous enlevez son collège ou vous fermez son école, vous êtes sûr à peu près qu'il n'y aura aucune famille qui va s'y installer. Donc il faut les conserver. Alors j'allais dire quoi qu'il en coûte. De toute façon, il faut avoir une vision quand même sur le long terme. C'est pas impossible qu'on soit face aussi avec les événements qu'on a connus, d'avoir un retour une sorte d'exode urbain. Le mot est un peu fort, mais on a connu un exode rural dans les années 60. C'est pas impossible qu'il y ait un nouveau mouvement et puis que la population réaugmente dans les Vosges. Et puis vous l'aviez dit, c'est intéressant, c'est vrai. Le fait qu'il y ait moins d'élèves dans une classe, l'enseignement se fait mieux. C'est plus facile pour les professeurs. Je vois pas en quoi il y a une urgence absolue d'aller plus vite que l'éducation nationale qui aurait peut-être voulu fermer. Mais moi, je pense qu'on peut les maintenir. Vous avez voté. Donc, quand on vote, on peut quand même voter contre la fermeture. Sinon, vous n'êtes plus qu'une caisse d'enregistrement. Je n'ai pas voté contre. C'était la fermeture, vous avez voté pour ou contre. On peut quand même voter contre. Voilà, la majorité aurait pu voter contre. Bon. Alors c'est vous qui l'avez peut-être créé la délibération. Parce que vous avez anticipé, vous avez été plus vite. Rapidement. Vous avez été plus rapide que l'éducation nationale. Plusieurs choses. Je crois que ça serait extrêmement grave de préconiser, de mettre en place un immobilisme de cette nature. L'immobilisme, c'est plutôt vous, monsieur Vincent. Attendez, moi je attendez, je vous dis, une somme de contre-vérité n'a jamais fait une vérité. D'accord. Une somme de mensonges. Donc, moi, je dis les choses telles qu'elles sont. Je ne demande pas les écoles, vous les avez fermées. Je dis les choses telles qu'elles sont, cher ami. Donc, je dis très clairement que si l'on veut que les collèges soient attractifs, il faut qu'ils soient modernes. Et franchement, on ne peut pas faire un collège dans chaque village du département. Il faut quand même être réaliste. Donc, il faut quand même un minimum de structure. On ne demande pas de faire des collèges dans chaque village. Comment on regarde les habitants, par exemple? Fermé 3. Bon, ensuite, concernant toutes les réformes de cartes scolaires ont été faites dans un esprit de concertation, bien sûr, avec les professionnels de l'éducation nationale en premier lieu. Ensuite, nous les avons modernisés. Ils ont la fibre, ils ont des plateaux de sport. Ça, c'est la région, la fibre, beaucoup quand même. Attendez, vous ne savez pas qu'on subventionne à 70%? Vous ne savez pas qu'on finance à 70% les intercommunalités? Il ne faut pas tout. Vous voyez, on a appris quelque chose. Et avant, on avait le plan de montée en débit. Donc, on a la fibre aussi dans nos établissements. On est bien d'accord. Ensuite, concernant les circuits courts, tout le monde en parle. Mais attendez, on fait ça depuis des années avec la plateforme agri-locale. Ceci dit, un problème qu'on a, parce que là, on est tous d'accord sur le sujet, un problème que l'on a, c'est qu'on a 1 500 000 repas par an et qu'on n'arrive pas à produire avec le tissu de maraîchers locaux. Donc, Adrien Bernard, vous vouliez réagir? Oui, très rapidement, parce qu'on arrive au terme de ce débat. Très rapidement, on parle d'attractivité du département. Moi, je parlais des services publics parce qu'un département où il n'y a pas de service public, il perd clairement son attractivité. Mais comment et quand on inverse cette tendance? Monsieur Vanson s'auto-féliciter, tout va bien dans le domaine de la santé, des collèges, du vélo. Pourtant, quand on est sur le terrain, dans ce qu'on vit quotidiennement, trouver des spécialistes, c'est compliqué. Faire du vélo, c'est compliqué. Et trouver des écoles encore ouvertes, c'est compliqué aussi. Donc, non, je crois qu'il faut être beaucoup plus ambitieux et stopper cette politique d'austérité et vraiment
tant pour les personnels. J'aurais voulu dire un petit mot sur les personnels du département, parce que je pense notamment aux agents des collèges. J'ai travaillé longtemps au collège. On leur demande déjà beaucoup en temps normal, on leur a demandé encore plus. Et il y a très peu de reconnaissance, les salaires sont très faibles. Et à un moment donné, là aussi, il faut s'engager. Les personnels du département mériteraient une meilleure reconnaissance sur ces questions. Je voulais rebondir un peu sur les salaires. C'est vrai qu'il y a un écart énorme entre les plus petits salaires et les très hauts salaires. J'ai vu dans la commission régionale des comptes. C'est vrai qu'on pourrait faire un sur 10, voilà. Alors, Pierre-François, on arrive bientôt au terme de cette émission, hein. Je voudrais qu'on parle rapidement de stratégie entre les deux tours et sur les objectifs que vous voulez afficher pour vos formations. Pierre-François, pour le Rassemblement national, vous êtes présent, hein, alors je rappelle votre parti, dans 17 cantons, hein, comme en 2015. L'objectif, c'est de faire mieux qu'en 2015. Le Front national était présent dans 12 cantons sur 17 au deuxième tour. C'est quoi l'objectif cette fois-ci? L'objectif cette fois-ci, c'est de transformer l'essai, c'est-à-dire d'avoir des élus au conseil départemental, des élus qui seront capables de s'opposer à la politique de François Vanson. Alors on est raisonnable, je pense que ça va être quand même difficile de remporter le département, il faudrait qu'on ait quand même plus de 10 cantons gagnés. Néanmoins, je pense que le plafond de verre n'existe plus. Aujourd'hui, les gens comprennent bien le vrai clivage qui est mondialiste et puis localiste, hein. Donc nous, on se revendique du local. Et donc voilà, pour conclure, cette fois-ci, on transforme l'essai. Voilà, avec en ligne de mire évidemment les présidentielles. Adrien Bernard pour la gauche. En 2015, elle était présente dans 4 cantons. La gauche détient actuellement 2 cantons. Comment faire exister la gauche dans un département si largement? Et pour nous, l'enjeu, c'est d'apporter des propositions, des solutions, de les faire vivre dans le débat public pour que la majorité des personnes s'en emparent. Et c'est comme ça que nos propositions et que la gauche redeviendra forte. Mais des consignes de vote, par exemple, entre les 2 tours. On va déjà laisser se passer le premier tour, mais ce qui est sûr, c'est que nous, à gauche, on a toujours été intransigeants avec le Front National, et on le restera toujours. Par contre, quand la gauche est au département, elle vote tous les budgets de la droite. La gauche n'est pas au département. Intéressant. Il y a sans un binôme de PCF. Non, ils sont pas au PCF. Renseignez-vous, ils sont pas au PCF. Moi, j'ai vu la couleur bien rouge quand même. Renseignez-vous, ils ne sont pas dans notre parti. Ne dites pas n'importe quoi. Alors après, peut-être que François si je peux m'exprimer, si ça vous ennuie pas, parce que le Front National, j'ai participé samedi dernier à une manifestation à Épinal. Parce que en ce moment, les idées d'extrême droite, on le vend en poupe et c'est extrêmement dangereux. Il y a de plus en plus de militants d'extrême droite. Je ne suis pas d'extrême droite, donc je m'en fiche. Le Front National est d'extrême droite. Vous avez changé la vitrine, mais le fonds de commerce reste le même et c'est bien le problème. Il faut surtout se méfier de ne pas se tromper de colère parce que je ne peux pas m'exprimer correctement aussi. C'est pénible. J'ai 2 minutes de parole, je les ai laissés débattre entre eux sur... le débat est à peu près équilibré, je vous assure. On arrive au terme de cette émission. Je voulais qu'on fasse un mot sur la stratégie. Voilà. Nous, on fera tout ce qu'il faut pour être utile aux Vosgiens, aux Vosgiennes, et au deuxième tour, il n'y aura pas d'équivoque. On appelle à battre le Front National. Quelle est votre crainte, François Vanson? Perdre des cantons au profit du Rassemblement? Clairement, votre principal adversaire, il n'est pas à gauche, il est plutôt à votre droite, c'est ça? Alors, tout d'abord, je voudrais juste dire un mot. Donc, on a assisté rapidement. On a assisté à un débat très intéressant entre militants, partisans. Moi, je veux dire que l'on fait et que j'établis évidemment une barrière avec ce discours, car mon objectif, c'est de rassembler les énergies, rassembler les talents, rassembler les motivations. Et c'est dans cet esprit-là que j'ai présidé ce conseil départemental. J'ai souhaité une assemblée oxygénée où tout le monde pouvait respirer et non pas accentuer les clivages. Non, mais sur la stratégie, par exemple, concrètement, comment vous allez travailler, par exemple, avec le Rassemblement national? Si demain vous êtes réélu, vous travaillez avec, vous ne travaillez pas avec? Mais c'est simple. Moi, je veux rassembler les énergies. Donc, moi, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Je ne fais pas laissons déjà se dérouler ces scrutins. On verra bien. On arrive au terme de ce débat, François Vanson. Rassembler les énergies, les compétences. On l'a bien compris. Pour le bien des Vosgiennes et des Vosgiens. Qui aura lieu évidemment les 20 et 27. Et je vous propose de toute façon pour la conclusion, je commence avec vous, avec Adrien Bernard. Vous avez 1 minute pour conclure. Oui, je crois qu'un des enjeux pour nous à gauche, ça va être de mobiliser les électeurs, puisque le grand risque, c'est l'abstention. Et on veut les mobiliser autour de projets qui apportent du bienfait
au quotidien, parce que c'est dans notre ADN, à nous, à gauche, les communistes, c'est d'être utile au quotidien, de proposer des solutions alternatives aux politiques d'austérité qui sont mises en place. On veut le dire à tout le monde, il n'y a pas de fatalité à la situation actuelle, il n'y a que des choix politiques à faire. Donc nous aussi, on veut rassembler les Vosgiennes et les Vosgiens, mais autour de projets qui changent la vie vraiment. Et le département là-dessus a un pouvoir important et des élus engagés qui se battent pour eux, ça changerait la donne. Pierre-François, c'est à votre tour. Vous avez 1 minute pour conclure. Alors on va avoir le choix dimanche entre une droite un peu macro-compatible. On a aussi quand même quelqu'un de gauche qui appellera peut-être à faire barrage comme d'habitude. Donc vous allez contribuer à faire élire... Il appelle à voter à gauche au premier tour. Oui, mais bon, vous ferez barrage, donc vous aurez toujours les mêmes élus finalement. Et puis du coup, c'est dommage parce que nous, on défend les services publics, on défend la santé, on défend... On défend l'hôpital de Remiremont, qui soit entier, plein, avec toutes les compétences possibles. On a des points communs là-dessus, et vous, par sectarisme, vous refusez de soutenir des candidats qui défendent ça. On a des candidats aucun très point bien. commun avec l'extrême droite. Voilà, vous êtes sectaire, c'est tout, c'est bien. Nous, on l'est pas, et si on a la chance d'avoir quelques binômes qui arrivent à percer ce plafond de verre, on saura influer sur la politique de François Vinson, on s'opposera réellement, et puis on espère faire gagner Marine Le Pen en 2022. François Vinson, le mot de la fin, vous avez écoutez, 1 minute pour conclure. Voilà, donc mon discours va trancher avec ces professionnels du militantisme. On est Moi, déjà je là. préfère rassembler depuis 30 ans. les énergies, rassembler les compétences pour continuer à moderniser notre département. Et l'opposition n'est pas forcément un but en soi. Le but, c'est de construire. Et c'est dans cet esprit-là que je souhaite présider la future Assemblée. Alors, on parle beaucoup de l'hôpital, le défendre, mais enfin, il est toujours là, l'hôpital de Remiremont, tant mieux, comme d'autres établissements hospitaliers. Donc, nous avons déjà élaboré un plan qui va être soumis au vote de la future Assemblée, le plan Vosges Ambition 2030, parce qu'on veut se projeter dans l'avenir. On a associé la jeunesse, les acteurs économiques. Bref, c'est une démarche avec un panel citoyen. C'est une démarche démocratique d'une part et également positive pour que les Vosgiennes et les Vosgiens prennent leur avenir en main et qu'ils voient l'avenir en Vosges. Merci en tous les cas, messieurs, d'avoir participé à ce débat, un débat qui s'achève, un débat consacré donc au département des Vosges lors de cette spéciale élection départementale. Je vous rappelle que les scrutins auront lieu les 20 et 27 juin prochains. Merci à vous d'avoir participé à cette émission spéciale. Un débat enregistré, je vous le rappelle, dans les conditions du direct, dans l'après-midi. Un débat évidemment à retrouver sur notre site internet. Merci à vous de votre fidélité. Bonne fin de soirée sur France 3 Lorraine. Et évidemment, je vous donne rendez-vous dimanche pour vivre ensemble cette soirée spéciale élection départementale et régionale. On se retrouvera évidemment juste avant 20h. Excellente soirée. Merci de votre fidélité.